Tu penses vraiment que les trahisons les plus douloureuses viennent des ennemis? Que ce sont les concurrents, les inconnus, les étrangers qui peuvent te poignarder dans le dos? Détrompe-toi. Les pires trahisons ne viennent pas de ceux que tu soupçonnais déjà. Non. Elles viennent de ceux en qui tu avais le plus confiance. Imagine. Tu as sacrifié des années de ta vie pour bâtir quelque chose. Tu as mis ton âme, ton temps, ton énergie dans un projet qui, sans toi, n'existerait même pas. Tu as fait passer ce rêve avant tout, tes amis, tes amours, ta santé. Et puis, un jour, quand tu crois que ton travail va enfin être reconnu, quelqu'un décide que ça ne t'appartient pas. Qu'on va te le prendre? Et le pire dans tout ça? Ce n'est pas un inconnu qui t'arrache tout ce que tu as construit. C'est ta propre famille. C'est exactement ce qui est arrivé à Jeanne. Et crois-moi, elle ne va pas se laisser faire. Reste bien jusqu'au bout, parce que cette histoire va te montrer que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de sous-estimer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Abonne-toi dès maintenant, parce que tu ne veux pas manquer ça. Active la cloche et prépare-toi. Ça commence maintenant. Le tintement des verres de cristal résonnait dans la grande salle à manger, se mêlant aux éclats de rire feutrés et aux murmures de conversations mondaines. La table était dressée avec un luxe discret, des couverts en argent, des bougies diffusant une lumière tamisée et une nappe blanche immaculée. Tout était parfaitement orchestré, comme une scène soigneusement mise en place pour un spectacle dont je ne connaissais pas encore l'issue. Assis à la droite de mon père, je buvais une gorgée de vin, me concentrant sur les détails insignifiants pour apaiser l'étrange sensation qui pesait sur ma poitrine. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension invisible que mon instinct refusait d'ignorer. Après 12 ans à diriger l'entreprise familiale, je connaissais mon père par cœur. Son langage corporel, ses silences, ses sourires calculés. Ce soir, quelque chose était différent. À la réussite de notre famille, déclara mon père en levant son verre, un sourire large et confiant sur le visage. Un chœur d'approbation s'éleva autour de la table. Je fis de même, masquant mon malaise derrière un masque de neutralité. J'étais habitué à ce genre de réception, un mélange de famille, d'associés et d'amis influents. C'était ces soirées où tout se jouait en sous-entendu, où les décisions importantes se prenaient derrière des phrases anodines. Puis, mon père posa sa main sur l'épaule de mon frère cadet, Édouard. Et ce soir, j'ai une annonce spéciale à faire. Mon cœur se contracta légèrement. Édouard va prendre la relève de l'entreprise. Le silence fut brutal, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Les conversations s'arrêtèrent net, les couverts suspendus à mi-chemin entre les assiettes et les bouches. Je restai figé. Les mots résonnèrent dans mon esprit, se répétant comme un écho douloureux. Il est temps pour moi de passer le flambeau, continua mon père, appuyant légèrement sur l'épaule de mon frère, qui baissa humblement la tête, bien qu'un éclat satisfait brilla dans ses yeux. Je suis fier du travail accompli jusqu'ici, et je sais qu'Édouard saura mener l'entreprise vers un avenir brillant. Autour de la table, les applaudissements éclatèrent, mais ils me parurent lointains, irréels. Comme une vague de fond qui m'écrasait peu à peu. Je me forçai à respirer. Il y avait une explication. Il devait y en avoir une. J'avais passé 12 ans à bâtir cette entreprise, à la transformer d'une société vieillissante en un leader innovant du marché. J'avais sacrifié mes nuits, mes week-ends, mes relations personnelles. Et pourtant, en une phrase, tout cela venait d'être balayé. Mon regard se posa sur Édouard. Édouard? Il n'avait jamais montré d'intérêt pour l'entreprise. Pire encore, il avait passé la dernière décennie à enchaîner les échecs. Start-up après start-up, projet après projet, il s'était brûlé les ailes sans jamais assumer la moindre responsabilité. Et maintenant, c'était lui que mon père choisissait? Ma gorge se serra. Je jetai un coup d'œil à ma mère. Elle ne disait rien. Ses yeux rencontrèrent les miens, et je crus y lire un mélange d'inquiétude et de résignation. Je voulais parler, protester, exiger une explication. Mais je savais mieux que quiconque que ce dîner n'était pas l'endroit pour une confrontation. Alors je souris. Parce que c'était ce que l'on attendait de moi. Je levai mon verre. À toi, Édouard. Ma voix était calme, maîtrisée, parfaite. Les convives levèrent leurs verres à leur tour, ignorant complètement la tempête qui faisait rage en moi. À cet instant précis,
J'ai compris que mon père avait pris sa décision bien avant ce soir. Et j'ai compris une autre chose. Il m'avait sous-estimé. À 4h37 du matin, j'étais déjà debout, assis à mon bureau, la lumière bleutée de mon ordinateur éclairant mes traits crispés. Je fis défiler les documents à l'écran. Les contrats. Les accords. Les actions. Si mon père pensait que cette entreprise lui appartenait encore, il avait oublié une chose essentielle. Je connaissais cette société mieux que quiconque. Alors qu'il se contentait d'en être le visage, je m'étais assuré d'en contrôler les fondations. Je tapai quelques commandes sur mon clavier, et un fichier apparut à l'écran. Accord des actionnaires 2015. Je cliquai dessus. Et un sourire lent s'étira sur mon visage. Ce n'est pas terminé. Le siège de l'entreprise était baigné dans la lumière froide du matin lorsque je franchis les portes vitrées. Les employés se retournaient à mon passage, hésitants, incertains. Ils savaient. Tout le monde savait. L'annonce de mon père avait fait l'effet d'un séisme, et les répercussions se ressentaient jusque dans les murs du bâtiment. Je marchais droit, impassible. Lorsque j'atteignis mon bureau, je pris une profonde inspiration. Aujourd'hui serait le premier jour de la bataille. J'ouvris mon ordinateur, et un à un, je sortis les dossiers nécessaires. À 9h précises, mon père et Édouard allaient franchir cette porte, persuadés qu'ils allaient m'évincer en douceur. Mais ils allaient découvrir que je n'étais pas prête à abandonner. La guerre ne faisait que commencer. Le matin était glacial, mais je ne sentais pas le froid. Mon regard était fixé sur les portes vitrées du siège de Bertrand et Fils, la société que j'avais façonnée de mes propres mains au fil des 12 dernières années. Une entreprise que j'avais sauvée du gouffre financier, transformée en un titan de l'innovation. Et pourtant, aujourd'hui, on voulait m'en arracher. J'inspirai profondément, redressant les épaules, et entrai d'un pas assuré. Le hall était étrangement silencieux. D'habitude, à cette heure, l'effervescence régnait. Mais aujourd'hui, les employés chuchotaient dans les couloirs, évitaient mon regard, certains faisaient mine d'être absorbés par leur écran. Ils savaient. Tout le monde savait. Je me dirigeais vers mon bureau, sentant les regards peser sur moi. Certains étaient compatissants, d'autres méfiants, et certains attendaient simplement de voir de quel côté le vent allait tourner. Que les paris commencent. Je n'avais pas encore touché à mon café que la porte s'ouvrit brusquement. Sans surprise, mon père entra en premier. Son costume impeccablement taillé, sa posture droite et imposante, il avait cette même expression qu'il arborait toujours avant une négociation serrée. Il s'attendait à ce que je cède sans faire de vagues. Derrière lui, mon frère Édouard entra avec la confiance mal placée d'un homme qui croyait déjà avoir gagné. Son sourire suffisant me donna instantanément envie de lui arracher cette illusion. Je me contentai de poser ma tasse sur mon bureau, puis croiser les mains avec calme. « Tu es déjà là, Jeanne », dit mon père d'un ton qui se voulait conciliant mais qui transpirait l'autorité. « Bien. Nous allons pouvoir parler sereinement. » « Sereinement ?» Je me retins de rire. « J'ai toujours du temps pour ma famille », répondis-je en inclinant légèrement la tête. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Édouard eut un petit ricanement, s'appuyant négligemment contre la bibliothèque comme s'il était déjà chez lui. « Allons, Jeanne. On ne va pas faire semblant. Tu sais pourquoi nous sommes là. Mon père, lui, resta sérieux. Nous voulons assurer une transition en douceur, déclara-t-il d'un ton mesuré. Édouard prendra la tête de Bertrand et Fils, mais nous aimerions que tu restes un temps pour faciliter son intégration. Je l'observais. Faciliter son intégration? Il osait me demander ça après m'avoir publiquement humilié la veille? Tu veux que je lui apprenne à diriger une entreprise qu'il n'a jamais prise au sérieux? Demandai-je, avec une pointe d'amusement glacée dans la voix. Je suis parfaitement capable d'apprendre, Jeanne, répliqua Édouard, son sourire arrogant s'élargissant. Après tout, on parle de gestion d'entreprise, pas de magie. Je lui lançai un regard lent, analysant chaque détail de son visage. Il était convaincu d'avoir déjà gagné. C'était précisément pour ça qu'il allait perdre. Je me levai lentement et fis quelques pas vers la baie vitrée, regardant la ville en contrebas. Puis, je me tournai vers eux. « Il y a un problème », dis-je doucement.
Mon père arqua un sourcil. Quel problème? Je souris. La décision que tu as annoncée hier soir. Tu n'avais pas l'autorité pour la prendre. Un silence. L'expression d'Édouard changea légèrement. Une lueur d'inquiétude traversa son regard, mais il se reprit rapidement. Ne sois pas ridicule, lâcha-t-il avec un rire nerveux. Je contournai mon bureau et attrapai une chemise de documents que je lançai devant eux. L'accord des actionnaires, signé en 2015, stipule que toute nomination de dirigeant doit être approuvée par la majorité des parts détenues, expliquai-je calmement. Or, papa, tu n'es plus l'actionnaire majoritaire. Je croisai les bras, savourant leur réaction. Mon père ouvrit le dossier et parcourut rapidement les pages. Je le vis se crisper imperceptiblement. Impossible, murmura-t-il. Édouard attrapa les papiers et les parcourut à son tour. Son visage perdit une nuance de couleur. Je m'assis tranquillement, reprenant ma tasse de café comme si nous discutions de la météo. Petit récapitulatif, repris-je avec légèreté. Tu as vendu 15% de tes parts en 2017 pour financer l'expansion. En 2019, lors du contentieux juridique avec Noramtech, tu as transféré 10% supplémentaires sous mon nom en guise de garantie. Sauf que, tu ne les as jamais récupérés. Je marquai une pause, puis conclus. Ce qui fait que je détiens aujourd'hui 55% de la société. Un silence écrasant remplit la pièce. Édouard fut le premier à exploser. C'est une blague? Tu veux nous faire croire que tu contrôles la boîte? Je posai lentement ma tasse. Je ne veux pas vous le faire croire, Édouard. C'est un fait. Il me fusilla du regard. Mon père, lui, resta figé, analysant la situation comme le stratège qu'il avait toujours été. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-il enfin, d'un ton neutre. Je souris légèrement. C'est simple. Édouard ne sera pas PDG. Un silence. Puis, mon père se leva lentement. Tu es en train de commettre une erreur, Jeanne. Il planta son regard dans le mien. Tu crois avoir gagné parce que tu as un bout de papier qui dit que tu as le pouvoir. Mais une entreprise, ce n'est pas qu'une question de part. C'est une question d'alliance, de confiance. Tu crois que le conseil d'administration te suivra? Tu crois que les investisseurs resteront si tu les mets devant le fait accompli? Je soutins son regard sans ciller. Je crois qu'ils suivront celui qui a prouvé sa valeur pendant 12 ans, pas celui qui a passé son temps à collectionner les échecs. Édouard serra les poings. Tu n'es qu'une opportuniste. Je haussai les épaules. Si tu veux appeler ça comme ça. Je me levai et leur fis signe vers la porte. Vous avez encore du travail, je suppose. Moi aussi. Mon père me fixa longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien, Jeanne. Si tu veux jouer à ça, nous verrons qui sortira vainqueur. Il tourna les talons et quitta la pièce, Édouard sur ses pas. Dès que la porte se referma, je laissai échapper un soupir. La première bataille était gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le silence régnait dans mon bureau. J'étais seule, assise derrière mon immense table en acajou, le regard fixé sur la ville qui s'étendait au-delà des baies vitrées. La confrontation de ce matin trottait encore dans mon esprit. J'avais gagné cette manche. Mais je n'étais pas assez naïve pour croire que mon père et Édouard allaient abandonner si facilement. Un léger ricanement m'échappa. Non. Ils allaient riposter. La question était, quand? Et surtout, comment? Je jetai un regard à mon écran d'ordinateur où s'affichait un récapitulatif de la structure de l'entreprise. Les chiffres étaient là, froids et implacables. Je détenais 55% des parts de Bertrand et Phil. Cela signifiait que, légalement, je contrôlais l'entreprise. Mais en affaires, le pouvoir ne résidait pas que dans les chiffres. Mon père l'avait dit lui-même, une entreprise, c'était une question d'alliance, de confiance. Et lui, il était un maître dans l'art de manipuler les gens. Je le connaissais trop bien. Il ne m'attaquerait pas de front. Pas encore. Il allait frapper là où cela faisait le plus mal. L'après-midi même, le premier signe d'hostilité apparut. Tout commença par un simple détail. Un silence inhabituel lorsque je traversais les couloirs. Des discussions qui s'arrêtaient brusquement à mon passage. Je fis mine de ne rien remarquer,
Mais je sentais que quelque chose avait changé. Lorsque je rejoignis la salle de réunion pour le briefing avec les cadres dirigeants, je constatai l'ampleur du problème. D'habitude, ces réunions étaient organisées comme une mécanique bien huilée. Tous les directeurs de département étaient présents, prêts à écouter et à donner leur rapport. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Je repérai immédiatement les absents. 5 directeurs, tous des hommes de confiance de mon père, avaient, mystérieusement, annulé leur participation. Je serrai les dents. Ils ne perdaient pas de temps. Je m'installai à mon siège, posant mes mains sur la table. Bien. Nous allons commencer. Le ton était neutre, mais ma voix ne laissait place à aucune hésitation. Certains présents me jetèrent des regards furtifs, mal à l'aise. Je savais ce qui se passait. Mon père et Édouard travaillaient dans l'ombre, essayant d'isoler mon autorité. Ils sondaient le terrain, voyant qui pourrait être retourné contre moi. Très bien. J'avais toujours su que cette bataille ne se jouerait pas seulement dans les contrats. Elle se jouerait dans les esprits. Après la réunion, alors que je retournais à mon bureau, mon téléphone vibra dans ma poche. Je décrochai sans même regarder le nom affiché. Jeanne. La voix grave et posée de mon père résonna dans mon oreille. Je ne répondis pas immédiatement, laissant le silence s'installer. Il voulait me parler? Très bien. Mais il allait devoir attendre. Finalement, après quelques secondes, je répondis calmement. Que me vaut cet appel, papa? Nous devons parler. Nous avons déjà parlé ce matin, non? Jeanne. Son ton était plus sec maintenant. Je savais ce qu'il essayait de faire. Il voulait reprendre le contrôle de la conversation. Trop tard. Si tu veux discuter de ta prochaine tentative de m'écarter, je t'en prie, dis-je avec une fausse légèreté. Mais j'ai un emploi du temps chargé, alors sois bref. Un léger silence. Puis, son ton changea. Tu crois vraiment que tu peux diriger cette entreprise seule? Demanda-t-il d'un ton presque amusé. Les employés te regardent, Jeanne. Ils doutent. Tu sais comment fonctionne ce monde. La perception est plus puissante que la réalité. Je laissai échapper un rire bref. C'est marrant, parce que je me souviens d'un temps où ces mêmes employés me respectaient. Peut-être parce que c'est moi qui ai sauvé cette boîte quand elle était au bord de la faillite. Le respect est fragile, répliqua-t-il doucement. Il peut être perdu en un instant. Une menace déguisée. Je me levai et me dirigeai lentement vers la baie vitrée, observant la ville en contrebas. Je suppose que c'est là que tu me conseilles sagement d'abandonner? Je te conseille de ne pas brûler tous tes ponts. C'est drôle, parce que hier soir, il me semblait que c'était toi qui enflammais tout. Un silence tendu. Puis, calmement, il répondit. Réfléchis bien, Jeanne. Et il raccrocha. Je gardai le téléphone contre mon oreille quelques secondes de plus, avant de le poser sur mon bureau. Je savais ce que cela signifiait. La guerre était officiellement déclarée. Dès le lendemain, les premiers coups invisibles tombèrent. Tout commença par les rumeurs. Des bruits de couloir, des conversations à voix basse, des messages glissés entre 2 réunions. Jeanne a-t-elle vraiment les épaules pour diriger seule? Peut-être que son père avait raison. Peut-être qu'Édouard serait un choix plus stable. Ils étaient subtils, insidieux. Mon père savait exactement comment miner mon autorité sans avoir à lever le petit doigt. Il plantait des graines de doute. Et s'il y avait bien une chose que j'avais apprise en affaires, c'était ceci. Le doute est un poison lent, mais mortel. Je ne pouvais pas rester passive. Il était temps de contre-attaquer. Je passais la matinée à analyser la situation. Quels étaient mes atouts? Qui me soutenait encore? À 14 heures, j'envoyai un message à Nadia, ma directrice financière, une des rares à ne jamais avoir douté de moi. Salle de réunion B 15 heures. Fais venir Laurent et Sophie. On a du travail. Laurent et Sophie étaient 2 des directeurs de département les plus influents. Si mon père essayait de les tourner contre moi, je devais frapper avant lui. À 15 heures précises, ils étaient tous là. Je me tins devant eux, droite, les bras croisés. Je vais être direct. Je fis une pause, balayant la salle du regard. Mon père et Édouard essaient de m'évincer. Ils jouent sur la peur, sur l'incertitude. Mais ce que je veux savoir,
C'est simple, êtes-vous avec moi, ou contre moi? Un silence tendu. Puis, Nadia hocha la tête. Avec toi. Sophie et Laurent échangèrent un regard, puis acquiescèrent à leur tour. Je souris lentement. Parfait. Parce qu'on va leur montrer que cette entreprise ne leur appartient plus. Les murs du siège de Bertrand et Fils me semblaient plus étroits que jamais. L'air était chargé d'électricité, comme avant un orage. Les tensions étaient visibles, tangibles. Chaque regard échangé entre les employés, chaque discussion murmurée dans les couloirs, tout portait la marque d'une entreprise au bord d'une guerre interne. Mais je n'étais pas venu pour perdre. Je m'installai dans mon bureau, les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur où défilaient les derniers rapports financiers. Malgré la tempête qui se préparait, les chiffres étaient bons. Mieux que bons. L'entreprise continuait à prospérer sous ma direction, preuve indiscutable que mon leadership était solide. Mais la logique et les résultats ne suffisaient pas toujours à écraser le doute. Et mon père le savait. À 10h30, un email fit vibrer mon téléphone. Objet, réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Envoyé par Paul Meyer, président du conseil. Jeanne. Suite aux récentes incertitudes concernant la direction de l'entreprise, nous devons discuter de la stabilité du leadership actuel. Nous nous réunissons aujourd'hui à 14h. Ta présence est attendue. Je serrai les dents. Ça y est. Mon père passait à la vitesse supérieure. Ce n'était plus un simple jeu de perception. C'était une attaque frontale. Le conseil d'administration. Il était constitué d'hommes d'affaires influents, des investisseurs majeurs et des figures stratégiques qui avaient une voix décisive dans l'orientation de l'entreprise. Et je savais exactement ce que mon père essayait de faire. Il voulait qu'il remette en question mon autorité. S'il perdait confiance en moi, il pourrait voter une motion pour limiter mon pouvoir, voire exiger ma démission. C'était un coup dangereux, mais prévisible. Il croyait vraiment que j'allais me laisser faire? Je fis venir Nadia, ma directrice financière, ainsi que Laurent et Sophie, mes alliés clés parmi les cadres dirigeants. Ils s'installèrent dans mon bureau, la tension lisible sur leurs visages. Ça commence, annonçai-je en leur montrant l'email du conseil. Nadia jura à voix basse. Ils vont essayer de te destituer? Demanda Laurent. Pas encore, répondis-je. Mais ils veulent tester jusqu'où ils peuvent aller. Sophie croisa les bras, inquiète. Nous avons combien de voix sur au conseil? Je pris une profonde inspiration. 5 sur 9. Silence. Cela signifiait que si mon père et Édouard parvenaient à convaincre 2 membres hésitants, ils auraient la majorité contre moi. Et Paul Meyer? Demanda Nadia. Paul Meyer, le président du conseil, était un homme influent, connu pour son pragmatisme. Il n'était pas mon ennemi, mais il ne m'était pas fidèle non plus. Il irait là où le vent soufflait le plus fort. Paul est notre pivot, dis-je. S'il vote contre moi, les autres suivront. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Puis, Sophie demanda. Que comptes-tu faire? Je souris lentement. Retourner la situation à mon avantage. À 14h précises, je poussai les portes de la grande salle de conférence. Tous les membres du conseil étaient là, assis autour de l'immense table de verre. Et, bien entendu, mon père et Édouard étaient également présents. Je pris place sans un mot, posant mon dossier devant moi. Paul Meyer s'éclaircit la gorge et ouvrit la réunion. Merci à tous d'être ici. Comme vous le savez, des incertitudes ont émergé concernant la direction de Bertrand et Phil. Certains s'inquiètent de la stabilité du leadership actuel. Il marqua une pause, puis ajouta. Nous devons en discuter. Je me penchai légèrement en avant, croisant mes mains avec calme. Bien sûr, discutons. Je n'allais pas leur donner le moindre signe de faiblesse. C'est alors que mon père prit la parole. Nous sommes tous d'accord pour dire que Jeanne a joué un rôle essentiel dans le succès de cette entreprise, commença-t-il, sa voix posée, maîtrisée. Mais une entreprise ne repose pas uniquement sur une seule personne. Il se tourna vers le conseil. Je suis préoccupé par l'avenir. Par la capacité de Jeanne à garder la confiance de nos employés, de nos partenaires. Son entêtement à diriger seul pourrait mettre en péril l'équilibre que nous avons bâti.
Je réprimai un sourire sarcastique. Le vieux discours du « tu es trop seul pour réussir ». Prévisible. C'est alors qu'Édouard prit la parole. Ce que nous proposons, c'est une transition plus stable. Jeanne peut conserver un rôle clé, bien sûr, mais en collaboration avec une direction plus partagée. Je le fixai. En clair, son sourire s'élargit. Nous suggérons que je prenne la direction de l'entreprise aux côtés de toi, Jeanne. Un silence tomba dans la salle. Ah, donc voilà leur jeu. Ils ne demandaient pas mon éviction immédiate. Ils suggéraient une codirection. Une stratégie habile. S'ils avaient demandé mon départ, le conseil aurait peut-être hésité. Mais proposer une gestion collaborative donnait l'illusion d'une solution raisonnable. Ils voulaient m'encercler progressivement jusqu'à ce que je perde tout pouvoir. Je posai mes mains à plat sur la table. Intéressant. Je laissai planer un silence. Puis, lentement, je me levai. J'aimerais vous montrer quelque chose. Je fis un signe à Nadia, qui activa le grand écran mural. Des chiffres apparurent, suivis de graphiques détaillés. Voici l'évolution de Bertrand et Fils au cours des 5 dernières années, annonçai-je d'une voix calme mais ferme. Chiffre d'affaires en hausse de 300%. Expansion sur 3 nouveaux marchés. Stabilité financière renforcée. Je me tournai vers le conseil. Tout cela, c'est sous ma direction. Je laissai les données parler d'elles-mêmes. Puis, lentement, je croisai les bras. Maintenant, j'ai une question. Je me tournai vers Édouard. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer aux membres du conseil quelle stratégie vous comptez mettre en place pour continuer cette croissance? Édouard cligna des yeux. Il ne s'y attendait pas. Eh bien, nous devons moderniser certains secteurs. Quel secteur? Insistai-je. Il hésita. Nous devons nous adapter à la concurrence. Je haussai un sourcil. Comment? Son silence le trahit. Puis, je me tournai vers le conseil. Voyez-vous, messieurs, le problème n'est pas la stabilité. Le problème, c'est l'incompétence. Paul Meyer échangea un regard avec un autre membre du conseil. Puis il posa ses mains sur la table et dit « Je pense que nous avons assez discuté. Jeanne a notre soutien. » Mon père resta immobile. Édouard, lui, serra les poings. Ils avaient perdu cette bataille. Mais je savais qu'ils n'allaient pas abandonner. Non. La vraie guerre ne faisait que commencer. Le silence dans mon bureau était pesant, chargé d'une tension invisible. La réunion du conseil s'était terminée à mon avantage, mais je savais que ce n'était pas fini. Mon père et Édouard avaient perdu une manche, pas la guerre. Assise derrière mon bureau, je tapotais nerveusement sur l'accoudoir de mon fauteuil, les yeux fixés sur les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Ils allaient riposter. La question était comment, et quand. Une vibration dans ma poche me sortit de mes pensées. Un message. Enveloppe avec flèche bas Nadia, Jeanne. Il faut que tu viennes voir ça. Immédiatement. Mon estomac se serra. Je me levai et quittai mon bureau sans perdre une seconde. Lorsque j'entrai dans la salle de crise, Nadia, Laurent et Sophie étaient déjà là, le visage fermé. Sur l'écran central, plusieurs articles de presse défilaient, accompagnés d'une alerte rouge sur les réseaux sociaux. Je m'approchai lentement. Et mon sang se glaça. Crise à la tête de Bertrand et Phil, une direction instable pourrait menacer l'avenir du groupe. L'entreprise familiale en pleine tourmente, tensions internes et querelles de pouvoir. Un leadership contesté. Jeanne Bertrand est-elle vraiment capable de diriger seule? Tout était orchestré. Je me redressai et expirai lentement. Ils viennent de déclarer la guerre. Nadia hocha la tête. C'est pire que ça. Elle cliqua sur un fichier et une série d'emails apparut. Je parcourus les premiers échanges et sentis une bouffée de colère monter en moi. Mon père et Édouard avaient commencé à contacter directement nos investisseurs. Ils insinuaient que je mettais l'entreprise en danger, que j'étais trop agressive, trop intransigeante. Ils essayaient de me couper les jambes. Sophie croisa les bras, le visage fermé. S'ils réussissent à faire douter les actionnaires, ils pourraient exiger une assemblée générale et tenter de te destituer. Un frisson d'adrénaline parcourut ma colonne vertébrale.
Ils n'avaient pas réussi par le conseil d'administration. Alors maintenant, ils visaient l'extérieur. Ils allaient créer un chaos financier pour que je sois perçu comme une menace pour la stabilité de l'entreprise. C'était leur dernière carte. Et elle était dangereuse. Je pris une grande inspiration. On va contre-attaquer. Quelques heures plus tard, j'avais réuni mes alliés dans mon bureau. Les visages étaient tendus. Tous comprenaient que cette fois, nous jouions notre avenir. Je balayai la pièce du regard. Je vais être direct. Silence. Mon père et Édouard sont en train de manipuler l'opinion publique et nos investisseurs pour me faire tomber. Je marquai une pause, les laissant assimiler la gravité de la situation. Puis je continuai. Nous devons reprendre le contrôle du récit. Nadia hocha la tête. On peut contacter les médias et contrer les attaques, mais on aura besoin de preuves solides pour montrer que c'est eux qui sabotent l'entreprise. Laurent fronça les sourcils. Il nous faut quelque chose de plus percutant. Un coup qui les neutralise définitivement. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, une idée me traversa l'esprit. Une idée radicale. Une idée qui mettrait un point final à cette guerre. Je levai les yeux vers eux et prononçai les mots qui allaient tout changer. Et si on les forçait à se trahir eux-mêmes? J'avais passé 12 ans à apprendre comment mon père fonctionnait. Je savais qu'il agissait toujours dans l'ombre, jamais directement. Il influençait, il manipulait, mais il ne se salissait jamais les mains. C'était là sa plus grande faiblesse. Il fallait le forcer à faire une erreur. J'appelai alors un vieil ami, un journaliste d'investigation respecté. Moi, je vais t'offrir l'exclusivité du siècle. Lui, je t'écoute. Je lui exposai mon plan en détail. Et il accepta immédiatement. Le lendemain matin, un article explosif fut publié. Tentative de coup d'État au sein de Bertrand et Phil. Des preuves accablantes montrent une manipulation orchestrée par l'ancien dirigeant et son fils. L'article dévoilait les emails de mon père et d'Édouard, prouvant qu'ils tentaient d'influencer les actionnaires dans l'ombre. Mais le véritable coup de génie était ailleurs. Dans une section de l'article, il était écrit « D'après une source interne, un enregistrement audio compromettant prouverait que l'ancien PDG a tenté de monter une action secrète contre la dirigeante actuelle. » Ce dernier détail était un mensonge calculé. L'enregistrement n'existait pas. Mais j'étais prête à parier que mon père et Édouard allaient paniquer et tenter de supprimer des preuves. Et c'est là qu'ils allaient se trahir eux-mêmes. Le soir même, mon bureau était plongé dans la pénombre lorsque mon téléphone vibra. Nadia, c'est fait. Regarde les caméras de sécurité. Je me connectai au système et observai les images en direct. Dans une salle isolée du siège, mon père et Édouard étaient en train de supprimer des fichiers de leurs ordinateurs. J'enregistrai la vidéo et envoyai un message à mon avocat. Moi, nous avons ce qu'il nous faut. Lance la procédure. Le lendemain matin, les preuves étaient entre les mains des autorités compétentes. Et à midi, l'annonce tomba. Jean-Pierre Bertrand et son fils Édouard visés par une enquête pour fraude et abus de pouvoir. Game over. 2 jours plus tard, alors que j'étais dans mon bureau, la porte s'ouvrit brutalement. Mon père. Son regard était noir de rage. « Tu es allé trop loin, Jeanne. » Je soutins son regard, impassible. « Non. » Je me levai lentement. « C'est toi qui es allé trop loin en croyant que tu pouvais me voler ce que j'ai construit. » Un silence écrasant s'installa entre nous. Puis il murmura, d'une voix basse et froide. « Tu viens de détruire ce que j'ai bâti toute ma vie. » Je haussai légèrement les épaules. « Non, papa. J'ai sauvé ce que tu étais en train de réduire en cendres. » Il me fixa encore un instant. Puis, lentement, il hocha la tête. « Tu es plus forte que je ne l'aurais cru. » Et il tourna les talons, quittant mon bureau pour la dernière fois. Lorsque la porte se referma derrière lui, je sus que c'était fini. J'avais gagné. Le silence régnait dans mon bureau. Pas le silence oppressant des jours précédents, rempli de tensions et de manœuvres invisibles. Non. C'était un silence différent. Celui qui suit une tempête. Un silence vide. Un silence où l'on attend quelque chose qui ne viendra jamais. Je me tenais debout, face aux baies vitrées, regardant la ville en contrebas. Bertrand et fils m'appartenaient désormais entièrement.
Mon père et Édouard avaient été évincés, discrédités, anéantis par leur propre arrogance. Je l'avais voulu. Je l'avais préparé. Je m'étais battu pour cela. Alors pourquoi n'éprouvais-je aucune satisfaction? Le lendemain matin, les nouvelles avaient déjà fait le tour du pays. Jean-Pierre Bertrand et son fils Édouard sous le coup d'une enquête pour fraude et abus de pouvoir. Réorganisation au sein de Bertrand et Fils, Jeanne Bertrand prend officiellement les rênes de l'entreprise familiale. Je regardais les gros titres défiler sur l'écran de télévision de mon bureau, une tasse de café fumante entre les mains. Les employés passaient devant ma porte avec une prudence inhabituelle. Certains murmuraient. D'autres me regardaient avec une expression étrange, mélange de respect et de crainte. Et je compris. Ils ne voyaient plus en moi la Jeanne d'avant. J'avais gagné, oui. Mais j'avais changé. Je n'étais plus juste une dirigeante compétente. J'étais devenue celle qui avait renversé son propre père. À 10 heures, une réunion d'urgence était prévue avec le conseil d'administration. Lorsque j'entrai dans la salle, tous les regards se tournèrent vers moi. Paul Meyer, le président du conseil, m'accueillit d'un hochement de tête prudent. « Jeanne, merci d'être venue. » Je pris place à mon siège habituel, en bout de table. Mon siège. Paul jeta un regard circulaire à l'assemblée avant de poursuivre. Nous devons discuter de l'avenir de Bertrand et Fils. Beaucoup d'investisseurs sont rassurés par la résolution de la crise, mais il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Il y a aussi des inquiétudes. J'hochai lentement la tête. Ils craignent que je sois devenu trop radical. Paul ne répondit pas tout de suite, mais son silence confirma ce que je savais déjà. Je balayai la table du regard. Dites-moi franchement ce qui vous préoccupe. Un des administrateurs prit la parole. Votre leadership est indiscutable. Vous avez prouvé votre intelligence stratégique et votre capacité à défendre l'entreprise. Il hésita, puis ajouta. Mais certains se demandent si vous êtes prête à reconstruire après avoir détruit. Ces mots résonnèrent en moi. Rebâtir après avoir détruit. J'avais été dans un mode de combat si intense ces dernières semaines que je n'avais pensé à rien d'autre. J'inspirais profondément. Je comprends. Je posai mes mains à plat sur la table. Alors permettez-moi de répondre clairement. Silence dans la salle. Je ne suis pas là pour régner sur des ruines. Je laissai mes mots flotter un instant. Nous avons traversé une guerre interne qui aurait pu briser cette entreprise. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l'avenir. Je tournai la tête vers Paul. Les investisseurs veulent de la stabilité. Donnons-leur-en. D'ici une semaine, je proposerai une feuille de route pour assurer une transition en douceur et regagner la confiance du marché. Je vis Paul acquiescer lentement. Je devais maintenant montrer que je pouvais gouverner autrement que par la guerre. Et pour cela, je devais commencer par réparer ce qui pouvait encore l'être. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à quitter mon bureau, mon téléphone vibra. Un appel inattendu. Maman. Je décrochai immédiatement. Allô? Sa voix était calme, fatiguée. Jeanne. Peux-tu venir ce soir? Je ne m'attendais pas à ça. Je pris quelques secondes avant de répondre. D'accord. J'arrive. Lorsque j'arrivai chez mes parents, l'ambiance était lourde. Ma mère m'accueillit à la porte, me serrant doucement la main sans un mot. Dans le salon, mon père était assis dans son fauteuil habituel, le regard perdu dans le vide. Il ne leva même pas les yeux quand j'entrai. Je m'arrêtai devant lui. Papa. Un long silence. Puis, il murmura enfin. Tu as tout détruit. Je serrai les poings, mais gardai mon calme. C'est toi qui m'as forcé à me battre. Il releva lentement la tête, et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose d'étrange dans son regard. Pas de colère. Pas d'arrogance. Juste, de la fatigue. Je pensais que tu voulais prouver que tu méritais l'entreprise. Sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Mais en réalité, tu voulais prouver que tu étais plus forte que moi. Mon cœur se serra. Était-ce vrai? Pendant toutes ces années, avais-je vraiment cherché son approbation? Ou voulais-je simplement le surpasser, lui montrer qu'il ne pouvait plus m'écraser? Je n'avais plus de réponse. Alors je dis la seule chose qui me paraissait honnête.
Je voulais que tu me voies comme ton égal. Mon père soupira, baissant les yeux. Et maintenant? Je levai le menton. Maintenant, je vais reconstruire. Il hocha lentement la tête, sans ajouter un mot. Je pris cela comme un adieu. Et je quittai la maison, sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. 3 mois plus tard, Bertrand et fils avaient changé. J'avais mis en place une nouvelle stratégie, une équipe renouvelée, et un plan d'expansion solide. Les investisseurs étaient de retour. Les employés avaient retrouvé confiance. Et moi, je n'avais plus rien à prouver. Un matin, en arrivant dans mon bureau, je trouvai une enveloppe sur mon bureau. Sans expéditeur. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, une simple note écrite à la main. Tu as gagné. Fais en bon usage. Aucune signature. Mais je savais que c'était de mon père. Un sourire fugace passa sur mon visage. Puis, lentement, je jetai le papier dans la corbeille. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais mon propre empire à bâtir. 1 an. Cela faisait 1 an que mon père et Édouard avaient disparu du paysage de Bertrand et Phil. 1 an que j'avais reconstruit l'entreprise, consolidé ma place, et prouvé à tous que je n'étais pas une simple héritière, mais la véritable leader que cette société attendait. Depuis 12 mois, les chiffres n'avaient cessé de grimper. Nous avions ouvert 2 nouvelles branches en Europe, signé des contrats que mon père n'avait jamais osé négocier, et modernisé l'entreprise avec des stratégies que personne n'avait envisagées auparavant. Je gagnais. Chaque jour. Et pourtant, quelque chose en moi restait figé. Ce n'était pas du regret, ni du remords. C'était cette impression diffuse que tout n'était pas encore terminé. Et mon instinct ne se trompait jamais. Ce matin-là, alors que je traversais le hall du siège, un employé m'interpella. « Madame Bertrand, un homme attend pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Je fronçai les sourcils. Il a donné son nom? Un certain Mathieu Lambert. Mon cœur fit un bond. Je connaissais ce nom. Mathieu Lambert était l'un des avocats les plus influents de mon père. Un homme qui ne bougeait jamais sans une raison très précise. Je hochai la tête. Faites-le entrer dans mon bureau. Mathieu Lambert était déjà assis lorsqu'on referma la porte derrière moi. Il se leva immédiatement, me tendant la main avec ce professionnalisme froid qui le caractérisait. Et Jeanne. Je pris place en face de lui. Mathieu. Je pensais que nous n'aurions plus affaire l'un à l'autre. Il esquissa un léger sourire. Je le pensais aussi. Mais ton père m'a laissé des instructions. Je me redressai légèrement. Des instructions? Il posa un dossier devant moi. Avant sa chute, Jean-Pierre Bertrand a fait en sorte que ce document ne te parvienne qu'aujourd'hui. Je fixai le dossier, sans y toucher. Un mélange de curiosité et de méfiance grandissait en moi. Je levai les yeux vers Mathieu. Et qu'est-ce que c'est? La preuve que ton père n'a jamais cessé de jouer. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Je pris le dossier et l'ouvris. Les premières pages étaient des contrats confidentiels. Des transferts d'actions. Des accords entre des partenaires que je ne reconnaissais pas immédiatement. Puis je vis le nom d'Édouard. Et mon souffle se coupa. Je parcourus les documents plus vite, mon cerveau assemblant les pièces du puzzle en une fraction de seconde. Puis je levai les yeux vers Mathieu, le cœur battant. C'est une blague? Il secoua lentement la tête. Non. Ton père a transféré 10% de ses parts à Édouard en secret, avant la crise. Ses actions étaient protégées par une clause de confidentialité. Je sentis une colère sourde monter en moi. Ce qui signifie, Mathieu hocha la tête, que Édouard détient encore une partie de Bertrand et Phil. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos et de tension. J'avais passé une année entière à reconstruire mon empire, persuadé d'avoir éliminé toute menace. Et pourtant, mon père avait réussi à laisser une faille derrière lui. Une faille qui portait le nom d'Édouard. Mais il n'était plus qu'un nom sur un papier. Il était disparu depuis 1 an. Aucune nouvelle, aucun signe de vie. Après la débâcle, il s'était volatilisé. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'un email inattendu arrive dans ma boîte de réception. Expéditeur, e.bertrand@protonmail.com. Objet, il est temps. Je cliquai sur le message. Jeanne.
Nous devons parler. Tu sais pourquoi. Mardi, 20h. Hôtel Saint-Jacques, chambre 312. Viens seul. Mardi soir, 19h58. Je me tenais devant la porte de la chambre 312, le poing serré. Une partie de moi me criait de faire demi-tour. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir mon propre sang. J'expirais lentement et toquai. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Et je me retrouvai face à Édouard. Il avait changé. Son regard n'avait plus cette arrogance insouciante. Ses traits étaient plus durs, marqués. Un instant, nous nous observâmes en silence. Puis, il s'écarta. Entre. Je franchis le seuil, le cœur battant. Il referma la porte derrière moi et croisa les bras. Je suppose que tu as lu les documents. Je m'adossai contre le mur et le fixai. Tu te caches pendant 1 an, et maintenant tu veux parler? Un sourire ironique effleura ses lèvres. Parler, ou négocier? Ma mâchoire se contracta. Tu veux quoi, Édouard? Il soupira, puis alla s'asseoir sur le lit, posant les coudes sur ses genoux. Je veux ma place. Un rire amer m'échappa. Ta place? Tu l'as eue. Tu l'as gâchée. Il serra les dents. Tu crois que je vais juste signer mes actions et disparaître? Je croisai les bras. Je crois que tu es à court d'options. Il me fixa longuement. Puis, il sortit un autre document et me le tendit. Je le pris, méfiante. Et lorsque je lus la première ligne, mon sang se glaça. Un pacte d'actionnaires. Édouard n'était pas seul. Il s'était allié avec un groupe d'investisseurs pour récupérer du pouvoir. S'il réussissait, il pourrait bloquer mes décisions stratégiques. Je levai les yeux vers lui. Il souriait. Tu n'as pas gagné, Jeanne. Le silence s'étira. Puis je glissai le document sur la table et me penchai vers lui. Mon regard se planta dans le sien. On verra. Lorsque je quittai l'hôtel cette nuit-là, je savais que la guerre n'était pas terminée. J'avais cru que tout était fini après la chute de mon père. Mais en réalité, ce n'était que le début d'un nouveau combat. Un combat contre mon propre frère. Et cette fois, je n'allais pas simplement défendre mon empire. J'allais l'écraser. Le silence dans mon bureau semblait plus lourd que d'habitude. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus d'ennemis immédiats à combattre, plus de batailles à livrer. Mais en réalité, ce n'était qu'une illusion. Mon père était tombé. Édouard avait disparu pendant 1 an avant de réapparaître avec un plan sournois. Mais moi, je n'avais jamais cessé d'avancer. J'avais construit un empire que personne ne pourrait me prendre. Et pourtant, en fixant la ville à travers la baie vitrée, je me demandais, tout cela en valait-il vraiment la peine? J'avais gagné. J'étais à la tête de Bertrand et Phil. Mais dans le processus, qu'avais-je perdu? L'histoire que nous venons de suivre ensemble est plus qu'un simple drame familial ou une bataille d'héritage. C'est une histoire de pouvoir, de résilience, de trahison, mais surtout, une histoire de transformation. Jeanne Bertrand n'est plus la femme qu'elle était au début de cette aventure. Elle a appris à survivre, à se battre, à s'imposer dans un monde qui ne voulait pas d'elle à sa place. Mais elle a aussi découvert une vérité amère, le pouvoir a un prix. La solitude. La méfiance. L'incertitude perpétuelle de savoir qui est véritablement de votre côté. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous abandonné à la première trahison? Auriez-vous essayé de vous réconcilier avec un père qui ne voyait en vous qu'une pièce remplaçable? Auriez-vous laissé un frère incompétent diriger ce que vous aviez bâti? La vérité, c'est que cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Personne ne vous donnera votre place dans ce monde. Vous devez la prendre. Et parfois, cela signifie se battre contre ceux qui devraient être vos alliés. Mais il y a une autre leçon plus profonde encore. Qu'est-ce que nous gagnons vraiment lorsque nous réussissons au détriment des relations qui comptaient autrefois pour nous? Jeanne a prouvé sa valeur. Mais à quel prix? Prenons un instant pour réfléchir. À travers cette histoire, nous voyons que le monde est un endroit où la loyauté est fragile, où la famille peut devenir un champ de bataille, où même les victoires les plus éclatantes peuvent laisser un goût amer. Mais il y a un espoir qui ne repose pas sur le pouvoir, ni sur la richesse, ni sur la reconnaissance du monde. Cet espoir, c'est l'amour de Dieu. Jean 3h16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pensez grec un instant. Dans un monde où nous devons constamment prouver notre valeur, où l'amour est souvent conditionnel, où nous sommes jugés par nos réussites, Dieu nous aime inconditionnellement. Pas parce que nous avons réussi. Pas parce que nous avons prouvé quoi que ce soit. Mais simplement parce que nous sommes ses enfants. L'histoire de Jeanne Bertrand nous montre une lutte pour la reconnaissance, pour la validation d'un père qui n'a jamais su la voir pour ce qu'elle était vraiment. Mais Dieu n'est pas ce genre de père. Dieu vous voit. Il vous connaît. Il connaît chaque épreuve que vous traversez, chaque combat que vous livrez, chaque larme que vous versez dans le secret. Et pourtant, malgré tout ce que nous pouvons endurer sur cette terre, il nous offre un amour parfait, un amour qui ne dépend pas de nos performances, un amour qui ne trahit jamais, un amour qui ne s'éteint pas. Regardons notre propre vie. Nous sommes souvent comme Jeanne, cherchant à bâtir quelque chose de grand, à prouver à ceux qui nous ont méprisés que nous valons mieux que ce qu'ils pensent. Mais à la fin, tout ce que nous accumulons sur cette terre ne peut pas remplir le vide qui existe en nous. Ce vide, seule une relation avec Jésus-Christ peut le combler. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à notre place. Pourquoi? Parce que nous étions séparés de lui à cause de nos péchés. Nous pouvions accumuler toute la richesse du monde, gagner toutes les batailles, mais sans Dieu, nous restions perdus. Et voici la meilleure nouvelle, Dieu ne nous demande pas de mériter son amour. Il l'a déjà donné. Gratuitement. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour votre place auprès de lui. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter ce cadeau merveilleux qu'il vous offre. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite, il a été rejeté, trahi, crucifié, non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce qu'il nous aimait assez pour prendre notre place. Et aujourd'hui, il vous tend la main. Il vous dit, « Viens à moi, et je te donnerai du repos. » Alors que nous terminons cette histoire, posez-vous cette question. Avez-vous déjà accepté cet amour? Avez-vous déjà fait la paix avec celui qui vous aime d'un amour parfait et éternel? Peut-être que, comme Jeanne, vous avez passé votre vie à vous battre pour quelque chose. À courir après un succès qui ne vous satisfait jamais pleinement. À chercher l'approbation d'un monde qui ne sera jamais reconnaissant. Et si aujourd'hui était le jour où vous arrêtiez de courir? Et si aujourd'hui, vous choisissiez de vous tourner vers Jésus, de lui donner votre cœur, de laisser son amour vous remplir d'une paix que rien sur cette terre ne pourra jamais vous offrir? Si vous sentez au fond de vous que Dieu vous appelle, ne repoussez pas cette invitation. Aujourd'hui est le jour du salut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir à lui avec un cœur sincère et de dire: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai cherché ma valeur dans ce monde, dans le succès, dans l'acceptation des autres. Mais aujourd'hui, je comprends que tout cela est vain sans toi. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as pris mon péché sur la croix, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Viens habiter en moi, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi, apprendre à te connaître et vivre dans ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de faire le choix le plus important de votre vie. Dieu vous aime. Il vous a toujours aimé. Et maintenant, vous pouvez marcher dans sa paix et dans son amour, sans plus jamais avoir à chercher votre valeur ailleurs. Je vous encourage à lire la Bible, à trouver une communauté de croyants qui pourra vous accompagner dans votre marche avec Christ. Et surtout, sachez ceci, vous n'êtes plus seul. Si cette histoire vous a touché, si vous avez trouvé des échos à votre propre vie, alors laissez un commentaire, partagez vos pensées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et laissez un like si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Parce que, ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous parlons de vie, de vérité profonde, et du seul espoir qui ne déçoit jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Et souvenez-vous, Dieu vous aime, plus que vous ne pouvez l'imaginer. À très bientôt.